Bonjour Isabella Anesi Maezano. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview sur Philosciences sur donc les causes de l'allergie au pollen. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Je suis directeur de recherche à l'INSERM, qui est Mhm. l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, professeur d'épidémiologie environnementale, et puis je suis co-directeur d'une unité mixte, donc un laboratoire de recherche, qui est INSERM et Université de Montpellier. D'accord. Et donc, au niveau du travail sur l'allergie au pollen, vous êtes bon, l'une des personnes les plus qualifiées en France, on pourrait dire. Non, disons qu'on travaille sur plein de facteurs de risque des maladies allergiques et respiratoires. Donc, évidemment, quand on pense aux maladies allergiques, il y en a qui sont liées à l'exposition au pollen. D'accord. Ok. Alors, je vous partage mon écran et on regarde tout de suite que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est les cultures de blé. Ça, c'est la culture de blé dans le monde. Culture de blé au Royaume-Uni. Ça, c'est les explosions des allergies en Chine. Et donc, qui colle bien aussi avec la carte de la culture du blé en Chine. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Que ce soit en Europe ou bien en Chine, donc entre 2005 et 2011, on voit qu'il y a eu des évolutions très fortes de la rhinite allergique, plus ou moins coordonnées et plus ou moins dans les mêmes régions que là où on cultive du blé. Et donc, je me demandais si peut-être la monoculture ou si en particulier le blé pouvait expliquer pourquoi donc les rhinites allergiques aient tant explosé ces dernières années, puisque on peut en parler, mais donc il semblerait qu'elles ont déjà été multipliées par deux ou trois et qu'on aille vers 50% de la population allergique d'ici 2040, 50, pour être précis. 2050. C'est bien évidemment un détail. En fait, vous faites une synthèse hein, d'une situation en général. Hein, Donc, c'est là, je voulais juste, effectivement, on va reprendre la vidéo dans l'ordre. Donc, on peut reprendre toutes les causes de l'allergie si vous voulez. Et puis, est-ce qu'on connaît finalement bien les causes, le pourcentage de causes de chacune, à quel point la pollution est importante, à quel point la fumée de cigarette est importante, à quel point l'hygiénisme est important. Voilà. Donc, je vous laisse nous éclairer ah là. là là, ah, je vais vous décevoir à quel point c'est une question très compliquée. D'accord. On n'y répond pas. On peut peut-être faire un ordre de classement des facteurs pour lesquels il y a plus d'évidence que pour d'autres. D'accord. Mais le combien, évidemment, l'allergie résulte d'une interaction entre le terrain génétique des gens et les facteurs d'environnement, et cette interaction varie énormément. Donc, vous pouvez avoir beaucoup d'un facteur environnemental, par exemple, mais pas le terrain génétique qui interagit et Mhm. donc pas d'allergie. Vous voyez, en fait, alors qu'il suffit très peu d'un facteur environnemental chez quelqu'un qui a un terrain allergique important. Alors ça, c'est assez facile à définir. Et même sans aller vers la génétique, sans faire ce qu'on appelle une investigation du génome. On sait, ce sont les observations hein, qui ont été faites. Et c'est la pratique clinique aussi, que quand il y a deux parents qui sont allergiques, les chances pour que l'enfant soit allergique sont très élevées. D'accord. Et ils arrivent à 75%. Vous voyez, donc pratiquement, s'il y a quatre enfants, Là, trois vont être donc là, on parle de tout type allergiques. d'allergie ou allergie au pollen en particulier? Non, non, allergie en général, tout mélangé. Et l'allergie, c'est pour ça Et que l'enfant?
L'enfant, il a C'est tendance à avoir… passionnant de la étudier, c'est très complexe. Donc, on peut avoir 2 parents asthmatiques et l'enfant, il est rhinitique, ou 2 parents asthmatiques et l'enfant, il a une dermatite, ou vice-versa. Les parents, donc, en médecine, on appelle ça des Attendez, phénotypes. d'accord. Si les parents ont des types d'allergies différents, du coup, si ça n'a pas forcément la même influence sur l'enfant, non? Il faut que ce soit le même, Ben, non? ça dépend parce que c'est assez compliqué parce que parfois c'est tout simplement la production des IgE qui est le marqueur, les immunoglobulines E, qui est marqueur d'allergie, qui passe des enfants, des parents aux enfants. Et alors quand on a ce terrain de susceptibilité, après on peut avoir la même Hmm. allergie et C'est une forme de autre allergie. susceptibilité générale aux éléments extérieurs, quoi. On prend Ouais. pour maladie des choses qu'on ne devrait pas prendre et cette susceptibilité peut se transmettre du parent à l'enfant. C'est bien ça? Non, 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 non. Là, là on ne prend pas. C'est une étape intermédiaire. En fait, l'allergie, il y a 3 étapes. Mhm. Ouais. On a un terrain allergique. On rencontre pour la première fois cet agent, hein, ça s'appelle un allergène, qui d'habitude n'est pas considéré comme nuisible, mais qui, chez certains sujets, est à l'origine d'une réponse anormale. Alors, la première fois, il n'y a pas de problème. C'est quand il y a une rencontre successive, qu'on commence à développer cette réponse qu'on appelle allergique. Mais, et c'est la bonne chose, on peut rester dans cet état subclinique que nous caractérisons en faisant soit une prise de sang pour chercher les immunoglobulines E, ce marqueur découvert par les Japonais et qui est vraiment très spécifique de l'allergie, soit quelque chose de très lié, ça s'appelle des tests cutanés, et on met l'allergène sur la peau et on regarde si la peau réagit. Chez les sujets sains, non allergiques, il n'y a pas de réaction. Chez les sujets allergiques, il y a une petite réaction, une petite ou une grande réaction. Alors, pour revenir à la question, à la limite, les parents ne transmettent que cette prédisposition à produire cette immunoglobuline E, et eux, ils ne sont pas malades du tout. On ne le sait pas. D'accord. D'accord? Parce que avant d'avoir les symptômes, on peut rester dans cet état subclinique. Hmm. Ensuite, il y a l'état clinique. Et l'état clinique, c'est la conjonctivite, c'est la rhinite, c'est l'asthme, Hmm. c'est l'allergie alimentaire, l'anaphylaxie, etc., Hmm. etc., On etc. précise donc pour les gens qui nous regardent, la conjonctivite, c'est les yeux rouges qui démangent. La rhinite, c'est par exemple des écoulements au niveau du nez et tout ça. La rhinite, c'est 3 symptômes. On éternue, on a le nez bouché Hmm. et on a le nez qui coule. Hmm. Parfois, c'est simplement des éternuements et les gens D'accord. ne s'en aperçoivent même pas. Parfois, c'est D'accord. bouché et là aussi, les gens ne savent pas trop ce qu'ils ont parce qu'en plus, souvent, c'est saisonnier, Hmm. donc ça passe. Alors, à préciser que ces mêmes symptômes pour les yeux, pour le nez, on n'a pas parlé d'asthme, mais il y a aussi bien sûr l'asthme, on peut les observer même en l'absence d'un terrain allergique. Alors, ce terrain allergique, c'est le fait d'avoir ces marqueurs de l'allergie dont j'ai parlé, les immunoglobulines E ou ces tests cutanés positifs. Et ça rend naturellement beaucoup plus difficile l'investigation des causes de ces pathologies parce que on mélange un peu les choses. Alors, pour revenir à la question initiale, c'est-à-dire donc c'est dans ce contexte que c'est difficile de dire quelle est la part d'un facteur dans le déclenchement d'une allergie.
euh, parce que ça dépend vraiment de l'individu. Chez certains individus, il n'y a pas de problème quand ils sont Mais exposés. pardon, mais si ça dépend autant de l'individu, pourquoi c'est aussi disparate dans des régions comme entre le nord de la France et l'Espagne ou l'Italie? Pourquoi le nord de la France ou le sud du Royaume-Uni, alors que c'est des populations qui n'ont pas forcément des différences génétiques incroyables avec le sud de l'Europe, ni des niveaux de vie incroyablement différents en termes, si on prend l'hypothèse hygiéniste, des gens qui seraient plus hygiéniques ou je ne sais quoi. Comment expliquer que dans certaines zones de pays également développés, également pollués, on ait beaucoup, beaucoup moins d'allergies que dans d'autres? On ne peut pas considérer un pays dans sa totalité. Vous pouvez bien penser que là aussi, les Écossais sont différents des Anglais qui sont différents des Gallois. Moi, je ne tiens pas vraiment, si vous voulez, à la génétique. Mais la génétique, c'est un indicateur de différence environnementale. Beaucoup. Hein? Et ça, c'est les experts de la génétique des populations qui ont trouvé que parfois, en plus, il suffit de prendre la langue que les gens parlent pour définir des groupes de personnes qui sont homogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens, justement, comme vous le disiez, ont les mêmes habitudes, mangent de la même façon, parce que ça dépend du climat où ils sont. Naturellement, quand on dit climat, après, les pollens sont là, hein, parce que les pollens dépendent beaucoup du climat. Mais en général, voilà, il faut toujours considérer qu'il y a ce binôme, ce terrain génétique et environnement avec au pluriel, hein, parce que c'est plusieurs environnements, c'est plusieurs facteurs de risque environnementaux qu'il faut considérer à des échelles plus ou moins différentes. La France, il y a 5 climats différents, 5 habitudes de vie, styles de vie, hein, qui sont là. Et en plus, bon, puisque les gens bougent, etc., ça se complexifie encore. Donc, c'est des contrastes. Mais comment expliquer des contrastes? Il faut tenir compte. Après, nous, on est bien obligé de faire des moyennes et on vous donne la moyenne pour le Royaume-Uni et la moyenne pour la France. Mais au nord de la France, en termes d'allergie, c'est très différent de ce qu'on observe au sud de la France. Ça, c'est connu. Hein, et d'ailleurs, un phénomène très, très intéressant. Les gens du nord de la France qui décident de passer leur retraite dans le sud, en arrivant, rencontrent des allergènes, des pollens qui sont pour eux inconnus, hein, et qui déclenchent à l'âge de la retraite des formes allergiques qui disparaissent, disons, qui se calment dès qu'eux, ils quittent la zone. Donc, vous voyez bien que c'est parce qu'il y a une propension, une prédisposition à être allergique qu'on le devient. D'accord, donc je veux bien qu'il y ait ces différences génétiques, même prononcées au sein de l'Europe, admettons, mais par exemple, si on prend le cas donc encore de la rhinite allergique, on constate quoi? On constate que par exemple en Chine, dans l'est de la Chine, c'est des cartes que je vous ai montrées tout à l'heure dans la vidéo, vous n'avez peut-être pas eu le temps de bien voir, mais il y a eu une explosion des rhinites allergiques de 2005 à 2011 et ça correspond exactement au moment où il y a eu une explosion de la culture du blé dans ces régions-là de l'est de la Chine. Et là, on ne peut pas dire que les gens de l'Est de la Chine aient fondamentalement une ADN différente des gens de l'Ouest de la Chine. Ah si, c'est énorme. Regardez les langues. Ils ne parlent pas la même langue. Si, ça c'est. La Chine, c'est énorme. C'est vraiment. En tout cas, vous avez cette hypothèse de l'allergie au pollen de blé. En clinique, on ne la voit pas beaucoup, je peux vous dire. Mais c'est vrai que quand il y a des monocultures, et puis avec le blé, il y a les graminées, par exemple. Alors, l'allergie aux graminées, ça, c'est jusqu'à 40% de la population générale. C'est énorme. D'accord? 40% de la population allergique au pollen de graminées déjà en ce moment? Ouais,
jusqu'à 40, ça dépend des pays. Donc, c'est le pollen auquel on est le plus allergique. D'accord. Et bon, Et dans donc, le monde, forcément, plus s'il ou y a moins. beaucoup de Hein. cultures de... En fait, toutes les herbes, hein, aussi, il y a d'autres pollens, mais en fait, voilà, on est très Hmm. allergique à tout ça. Et donc, forcément, s'il y a beaucoup de cultures de blé qui se développent, ça réveille cette allergie qui est naturelle chez tout le monde, quoi. C'est ça que vous voudriez dire. Ben oui, s'il y a la prédisposition, Hmm. voilà, et surtout si c'est quelque chose qui n'était pas là, voilà, ceux qui ont la prédisposition commencent à être allergiques. Mais D'accord, c'est ok. une hypothèse, hein, Parce mais que... ça veut Hmm. dire plein d'autres choses, Hmm. finalement. Cette euh, Mais- monoculture du blé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réduit la biodiversité. Et ça, c'est une des raisons la plus robuste, peut-être, pour expliquer l'explosion des allergies. Ah, alors, expliquez-nous ça. En fait, c'est par la perte de la biodiversité, donc la diminution des espaces verts, de tous les écosystèmes qui sont liés, hein, parce que quand on a des espaces verts, des forêts, des champs, on a les animaux, les insectes, tout ce qui est lié au système, à l'écosystème vert, on peut l'appeler comme ça. Et nous savons que ceci a un impact au niveau, en fait, du microbiome, un mot un peu compliqué, des individus. Hmm. Le microbiome, c'est voilà, l'écosystème de l'individu, hein, qui est formé par des bactéries. Hein. En général, ce sont des bonnes bactéries qui sont là pour que le système immunitaire de l'individu fonctionne proprement. D'accord. Du fait de la réduction de la biodiversité, il y a un impact au niveau du microbiome des individus et par conséquent aussi, on l'appelle une dysbiose, un mot compliqué, ça veut dire que l'équilibre de l'organisme est cassé, est altéré et le système immunitaire réagit. Alors, on met en relation cette perte de biodiversité avec plein de maladies chroniques, pas seulement inflammatoires chroniques, pas seulement l'allergie. Hein. D'accord. Mais il y a une explosion de beaucoup de pathologies et on se demande pourquoi. Et la réponse est que, elle est un peu globale et l'étudier, c'est compliqué aussi, est qu'il y a cette perte de biodiversité. Et dans cette hypothèse, on peut faire entrer l'hypothèse hygiéniste dont vous avez parlé, parce que finalement, l'hypothèse hygiéniste dit d'une certaine façon une partie des choses qui sont comprises dans l'hypothèse de la biodiversité, Hmm. dit que le système immunitaire, il est obligé de se réorienter parce que on ne vit plus comme dans le passé, on n'a plus certains contacts avec certaines infections et donc de ce fait, bon là c'est en termes d'immunologie, le système prend une voie de réponse qui est favorable au développement de Ok. ce qu'on appelle la cascade allergique. Et C'est-à-dire donc qui comment on a pu commence. constater que cet affaiblissement du microbiome, déjà, comment on a pu constater cet affaiblissement et comment on a pu le relier aux allergies? Est-ce qu'on constate qu'il y a plus telle ou telle espèce de bactérie dans le microbiome ou... Oui, c'est Oui, ça? on va prendre le microbiome dans intestinal, par exemple, ou sur la peau. Oui. Et puis, on fait des dosages, des cultures. On fait une caractérisation génétique, un peu comme la police. On va voir l'ADN qu'on Mhm. trouve.
Et ça, on le fait chez des sujets allergiques et chez des sujets non allergiques. Et on a constaté qu'il y a des différences significatives, comme on dit en épidémiologie, c'est-à-dire ce n'est pas fortuit, hein, c'est vraiment parce que en répétant plusieurs fois l'essai, on arrive toujours à trouver les mêmes résultats. Donc ça, à la fois pour le microbiome intestinal, très facile à faire, hein, on prend les selles des gens hein, et puis on fait ces dosages, ou sur la peau, là aussi, on prélève comme un peu, c'est très facile, un peu ce qui c'est une sorte de transpiration, mais pas tout à fait. Et voilà, donc ça, c'est la façon. Mais avant ça, on a des études qu'on appelle écologiques, car on compare des données agrégées. Et là, on a vu que les gens qui vivaient à certains endroits, mais même petits, hein, pas au niveau des pays, bien sûr, là, avec des mesures géographiques, être à tout mètre d'une forêt, par exemple, protégé du développement de l'asthme et des allergies. Et ça, dans plusieurs pays. Donc, ensuite, voilà, il y a au niveau individuel la preuve qu'on a bien trouvé, tantôt en qualité, ils ne sont pas les mêmes, et tantôt en quantité. Donc, deux facteurs. D'ailleurs, maintenant, il y a un indice qui a été introduit qui fait un peu, c'est comme un score en fonction de ça. Et voilà, donc, et cette hypothèse est en train de devenir assez importante et d'expliquer ce qui se passe et ce qui se passera, parce que dans cette hypothèse, bien sûr, rentre aussi l'action des changements climatiques. Oui, avec plus de pollen et des saisons polliniques qui durent plus longtemps, plus etc. de pollen, plus de incendies, plus de poussière du désert, plus voilà. D'accord. Et j'en profite juste pour revenir un instant sur cette histoire de monoculture, parce que j'ai constaté qu'au Japon, ils ont eu un souci, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, ils ont planté massivement une espèce d'arbre bien particulière, et qu'après, beaucoup de Japonais sont devenus allergiques à cet arbre-là. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens qui vont passer leur retraite au sud de la France. Alors, il n'y a pas de cèdre du Japon. On met le cèdre du Japon et les gens qui ont un terrain génétique de prédisposition deviennent allergiques. Donc, vous voyez bien qu'il y a la composante qui est là. Moi, j'ai beaucoup simplifié, mais on va chercher dans le microbiome la composition, la quantité, et avec ça, à côté, on fait des études expérimentales qui nous montrent comment les cellules et les organes en général réagissent, et ça donne des réponses allergiques qu'on mesure en raison de ce qu'on met en entrée. Vous voyez, donc c'est un processus pour complexe et qui est très complexe. Hein. Il y a pas, j'ai été très schématique, c'est pas bien. Hein. J'ai dit perte de biodiversité, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, la perte de biodiversité, on l'a davantage dans les villes, comme vous dites, et c'est là qu'on a le plus d'allergiques, indépendamment du reste. Hein. Il y a, donc, évidemment, moi, je suis la première à dire que les pollens jouent un rôle important. Mais comment expliquer l'anaphylaxie? Comment expliquer qu'il y ait un choc, une réponse exagérée hein, qu'on a? Comment expliquer l'asthme? En sachant que les pollens sont gros et ne rentrent pas dans... Une réponse exagérée donc, du système immunitaire, je précise pour ceux qui nous regardent, c'est ça. Ouais. Ok.
Oui, oui. qui arrive jusqu'au choc anaphylactique, et c'est là qu'il y a même les décès à cause de l'allergie. Oui. Et est-ce Et qu'il y a c'est des très grave et solutions? ça augmente énormément. Ça, c'est vraiment un gros problème de la dernière décennie. Ouais, si les allergies explosent, logique que les chocs explosent aussi. Oui, mais on espérait, c'est quand même une pyramide, Hmm. on espérait qu'il y avait très peu de cas graves. Mais ça se Voilà. multiplie aussi, d'accord. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on a des petites idées de ce qu'on pourrait faire pour qu'en 2050, il n'y ait pas une personne sur deux qui soit allergique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on puisse faire? Bien sûr, on a des choses et ça correspond on a identifié des facteurs de risque qui sont reconnus comme étant liés aux allergies. Alors, pour les citer, il y a le tabagisme passif in utero, la maman qui fume pendant la grossesse. Ça, c'est un facteur de risque bien connu de l'asthme de l'enfant. D'accord. Il y a la pollution atmosphérique de l'extérieur des locaux, notamment la pollution liée au trafic automobile, disons, véhiculaire, hein, parce que les camions sont aussi responsables. Hmm. Il y a ensuite la pollution à l'intérieur des locaux, c'est-à-dire tous ces produits qu'on utilise pour faire du bricolage, qui sont liés aux meubles qu'on a à la maison, ou Donc pour faire l'école, le les ménage. aérosols, On n'y etc. pense jamais, mais le ménage, c'est très polluant. Tout ce qu'on met dans l'eau pour nettoyer, ou les sprays, beaucoup les sprays qu'on utilise sont très polluants. D'accord. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la pollution biologique, et ce sont les pollens, les moisissures. Les moisissures, il y en a à l'extérieur des locaux. C'est quand on a un tas d'herbes, par exemple, qui pourrit, et puis bon, il y a des moisissures qui prolifèrent, et le vent les fait bouger. Mais aussi, bien sûr, à l'intérieur de logo, et malheureusement, ça c'est une note qui m'a fait du chagrin, je dirais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de logements qui sont malsains, hein, même en France, même à Paris, dans le 20e, par exemple, qui sont loués, hein, dont les occupants payent des loyers et qui ne devraient pas être occupés par des gens parce qu'ils sont pleins de moisissures, plein de moisissures. Ensuite, régime alimentaire, et on sait que pour faire un exemple qui parle beaucoup, les Esquimaux ne deviennent pas asthmatiques, ou plutôt ne devenaient pas asthmatiques parce qu'ils mangent beaucoup de poissons avec la chair rouge, comme le saumon, comme des poissons comme ça, et qui sont riches en oméga 3, qui c'est un acide gras qui fait bien à la santé. D'accord. Ensuite, il y a toujours des nouveaux polluants, hein, qu'on trouve un peu partout. Par exemple, liés au plastique, hein, ce qui est utilisé pour rendre le plastique souple, ça s'appelle un phtalate. Il y en a même dans les tickets, il y en avait dans les tickets de caisse. Disons, il y en a toujours, mais c'est un gros problème. Certains ont été prohibés et d'autres sont là pour remplacer, hein, ceux qui sont interdits et donc dont on ne connaît pas les effets. Donc tout ça pour vous dire que bien sûr, on peut faire de la prévention, hein, on réduit la pollution à l'intérieur des cellules. On oblige les mamans à ne pas fumer pendant la grossesse. On suit certains régimes alimentaires. Alors, pour l'allergie, très important, c'est l'allaitement au sein. Ça protège. Il y a des données qui sont un peu contradictoires. Mais l'allaitement au sein, 4 mois, c'est ça que dit l'Organisation mondiale de la santé, est un facteur protecteur de l'allergie, ou
parfois, elle ne protège pas complètement, mais fait paraître les symptômes plus tard. Donc, c'est quelque chose de gagné. Hein. Et, Parce que ça joue sur le microbiome, peut-être, d'allaiter? oui, ça, c'est le lait agit sur le microbiome. Et pour donner quelque chose d'anecdotique, par exemple, on sait aussi que le risque de devenir asthmatique est plus élevé lorsqu'on est par césarienne. Alors, on sait bien que souvent la césarienne est faite par commodité et pas parce que c'est nécessaire de la faire. Parce que, je sais pas, on veut accoucher la femme avant le week-end. Hein. Maintenant, en France, c'est très surveillé. Hein. C'est fini, mais dans le passé, il y a eu des dérapages. C'est-à-dire, c'était les cliniciens qui décidaient un peu. Et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est aussi, encore une fois, à voir avec le microbiome. Parce que l'enfant, il passe par les fluides de la mère. Il ne passe pas par les voies basses qui sont pleines de bonnes bactéries et qui servent à faire démarrer son système immunitaire. Dans les 6 premiers mois de vie, l'enfant a un système immunitaire qui est naïf. Il doit s'orienter. Et s'il n'y a pas la césarienne, eh bien, le processus est retardé. D'accord, la césarienne, c'est trop propre. Hein, tout est fait dans un contexte. Et voilà, donc, voilà quelques pistes. Et puis, bon, il y a aussi les pistes, toujours à propos de la biodiversité au sens large. Il y a eu une certaine période de la mode d'éviter certains aliments chez la femme enceinte et puis chez l'enfant quand il passait du lait au sévrage, disons. Et maintenant, on sait que c'est très bien de varier. On ne va pas enlever certains aliments. Voilà, mais tout est à faire. Il y a des lignes directrices. Hein, les choses, on les Et donc, finalement, c'est beaucoup de comportements individuels, mais il y aurait pas de. Vous voyez aucune solution globale, par exemple, sur l'agriculture ou sur ce genre de choses. Pour vous, les solutions… Ah oui, non, c'est ça, parce que j'oubliais, bien sûr, quand on parle de pollen, il faut éviter les monocultures. Il faut arracher à la main l'ambroisie, qui est une plante sauvage qu'on trouve au coin des rues, des routes en général. Une plante qui est particulièrement allergisante, une plante importée qui est particulièrement allergisante dans le sud de la France. Oui, qui est allergisante chez certains individus, bien sûr, il faut éviter ça. Et alors là, ce n'est pas tellement l'individu, hein. Là, c'est comme la pollution. Il faut que ça soit décidé par les autorités locales, par le gouvernement. Voilà. Donc, évidemment… Bon, dans la pollution, si vous voulez, quand on sait que c'est pollué, au niveau individuel, on peut décider d'éviter un carrefour si on est bien informé. Et ça, c'est justement l'autre dimension, l'information et l'éducation. Très, très important. Et les gens font des choses parce qu'ils ne savent pas. Oui, que c'est bien dangereux. sûr, comme dans tous les domaines. Comme faire du bricolage à la maison, c'est pas bon, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas bon. Là, en plus, on sort de l'allergie, mais certains produits sont cancérigènes, donc il faut éviter. Je reviens un instant sur ce que vous disiez sur l'agriculture, la monoculture, etc. Est-ce que les pouvoirs français s'emparent assez de ça? Est-ce que vous, par exemple, à l'INSERM, vous alertez les pouvoirs publics, le ministère de l'Agriculture, tout ça, sur les problèmes liés aux monocultures, parce qu'on n'en entend pas du tout parler. Est-ce qu'il y a des… Il y a eu un groupe de travail sur les pollens et oui, c'est remonté. Après, en ce moment, surtout, écoutez, rien ne bouge. Il y a Covid. Vraiment, on voit que c'est malheureusement… Oui, enfin, ça date d'avant le Covid. Avant le Covid, ils vous disaient quoi?
Oui, mais bon, la commission, je crois qu'elle a fini en 2019, vous voyez, et puis 2020, il y a quand même eu le Covid. Donc, s'il n'y a pas eu de suite, on peut même un petit peu comprendre pourquoi. Parce que moi, je vois plein de choses qui se sont arrêtées. Ça ne devrait pas être comme ça, mais il y a des priorités. D'accord. Donc, honnêtement, je n'ai pas les éléments pour dire, mais un travail a été fait. Le réseau national de surveillance aérobiologique a beaucoup participé à ce travail. Les pollens sont identifiés par l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité environnementale, comme des problèmes, disons, comme un problème de santé publique. Mhm. Je vais rajouter une petite dimension parce que on sait que le mariage pollen et pollution chimique est très mauvais. Là, l'allergie est plus grave et en plus prend des formes auxquelles on ne s'attendrait pas vraiment. Par exemple, il y a de l'asthme lié au mélange pollen-pollution et ça, ça a été étudié et à l'ANSES, il y a eu un groupe de travail sur ça. Et dans les indications, on disait clairement pas de monoculture, comme il y en a eu à Paris, par exemple. Dans les villes, on essaye de mettre les arbres qui résistent plus à la pollution. Et voilà, mais bon, la monoculture, c'est aussi cette destruction de l'environnement pour voilà, avoir quelque chose en vue de l'agriculture. Oui, il faut voir si Et on peut arriver à avoir une grande productivité sans monoculture aussi, quoi. Parce que j'imagine que les machines sont adaptées à telle ou telle culture. Donc, il faudrait demander après aux professionnels de l'agriculture. Bon, bah, je vais continuer mon enquête en essayant de voir si je peux avoir des interlocuteurs au ministère de l'écologie ou de oui, il vous faut, l'agriculture. parce que franchement, là, c'est tout à fait. Oui, c'est un domaine très important. Hein, où il faut des compétences spécifiques. Et, Oui. et voilà, mais quand on pense un peu monoculture, style le blé, il faut penser tout de suite après à pesticides, herbicides, pollution locale. Voilà, c'est compliqué. Quand on veut protéger ces monocultures des parasites, ouais, Hmm. on utilise souvent des pesticides. Eh bien, on a vu qu'il y a des problèmes en France avec D'accord. pesticides et santé de l'enfant. OK. Bon, est-ce que maintenant qu'on connaît toutes ces causes de l'allergie, on voit une forme d'inflexion vers ce carrefour de 2050 où une personne sur deux sera allergique ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent d'être optimistes dans les mesures qui sont prises ou la prise de conscience ou pas vraiment, pas encore? Bah, moi, je vois une prise de conscience. On parle beaucoup des allergies, on en parle tous les ans, c'est déjà bien. Tout ce qui est la partie qui dépend de décisions régies par des lois, évidemment, ça dépend de l'Europe et des gouvernements. C'est comme dans la pollution atmosphérique, hein, mais euh, l'optimisme, c'est qu'avec la prise de conscience, les gens Hmm. peuvent influer sur les députés, l'Assemblée nationale, Hmm. et voilà, et faire commencer à une réflexion. Et le fait, par exemple, qu'il y ait de moins en moins de gens qui fument ou que les voitures polluent de moins en moins, ça peut peut-être nous faire espérer une forme d'amélioration aussi, notamment dans les villes, n'est-ce pas? Alors, je vais vous décevoir, les voitures ne polluent pas moins qu'avant. C'est une Ah pollution bon, différente. Ça d'accord. s'appelle pollution par les particules ultra-fines qui malheureusement ne sont pas réglementées et dont on ne sait pas grand-chose. Et donc, dans D'accord. ça, mais c'est un gros problème, hein, ça je peux vous dire. Mais bon, comme je vous le dis, la prise de conscience des gens, c'est pour ça que les gens arrêtent de fumer. Mais vous voyez, dans l'arrêt du tabagisme, il y a aussi le prix du paquet de cigarettes. Ouais. Donc,
il faut vraiment Des politiques publiques que, importantes. que ça vienne du haut certaines décisions. Quand ils ont décidé qu'il était interdit de fumer à l'intérieur des locaux et notamment des locaux à fréquentation du public, ça a été une révolution. Et ça, c'est une loi qui a décidé ça, tout simplement. Même s'il y en avait qui étaient contre. Hein. Et donc, on attend ça et on attend aussi on les oublie toujours, mais il y a les industriels. Alors, on a des voitures d'un certain type parce que les industriels n'ont pas n'ont pas voulu progresser et pour revenir en arrière, ils auraient progressé si peut-être il y avait, maintenant ça commence un peu, des incitations économiques, des réductions de taxes pour faire certains changements. Donc, vraiment, je vais utiliser un mot compliqué, c'est un processus holistique. Il n'y a pas un acteur, il y a, ça veut dire complexe finalement, plusieurs acteurs, et chacun a son rôle à jouer. Il faut le jouer en concertation avec les autres. Et bien sûr, l'individu peut et doit agir. Alors, il y a des choses vraiment très, très simples. J'arrête de fumer, j'arrête de passer à côté du carrefour où il y a trop de circulation parce que je veux protéger mes enfants en bas âge. Ça se fait. Hein? Et c'est facile. Et d'autres choses sont plus compliquées, hein, mais c'est d'un ensemble de mesures. Mais moi, je pense que certains députés que j'ai rencontrés, d'ailleurs, ont bien compris que pour être élus, ils ont besoin du soutien de l'électorat. Et là, maintenant, l'électorat est prêt à faire des requêtes, à vouloir comprendre mieux. Ça bouge beaucoup. Hein, et ça, c'est un peu la note d'optimisme qu'il faut avoir. Pour le reste, l'Europe, c'est un peu une déception, hein, naturellement. Et on voudrait plus. Et c'est toujours un petit peu en retard. Il y a un bon exemple pour cela. Les valeurs pour la surveillance à qualité de l'air entre la Commission européenne, l'Union européenne et l'OMS sont très, très différentes. Par exemple, pour les particules fines, l'Europe a 2,5 fois la valeur de l'OMS. Vous voyez, ça fait une grosse différence. Les particules fines qui sont dues à quoi? Aux voitures, chauffage bois? Vraiment progresser, hein? Les particules fines qui sont dues à quoi? C'est les voitures, le chauffage à bois, c'est quoi? Oui, c'est les deux. Les particules fines sont dues beaucoup au diesel, en tout cas à la combustion, et aussi au chauffage domestique et davantage quand c'est un chauffage de type bois, mais aussi ça peut être d'autres chauffages. Dès qu'il y a la combustion, il y a aussi des particules fines dès qu'il y a un feu, hein, quelque part. D'accord. OK. Eh bien, merci beaucoup. C'était très éclairant. Isabella Ansi Maezano, merci beaucoup. C'était très instructif. Et puis, on va poursuivre cette enquête en essayant d'aller voir les travaux qui sont faits au niveau des politiques sur les monocultures, du coup, parce que au niveau global, c'est ce que je retiens de plus important, quoi, l'ambroisie dans le sud et puis les monocultures. Donc, voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. De même. Au revoir.